Alors, bonjour à tous, je suis Fred, la représentante pour la clientèle francophone de l'agence locale Soaring Flamingo en Tanzanie. Vous avez tous entendu parler évidemment du Serengeti, du cratère du Ngorongoro, du Kilimandjaro, qui sont des lieux emblématiques situés au nord du pays. Mais la Tanzanie, c'est un pays vaste et le Sud propose également de magnifiques parcs nationaux et des occasions de randonnée. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un circuit type pour le sud de la Tanzanie, après avoir rappelé pourquoi la Tanzanie reste une destination refuge en 2026 et après avoir fait une brève présentation de notre agence. Alors, tout d'abord, la Tanzanie, destination refuge. En effet, la Tanzanie présente toujours un niveau élevé de paix et de sécurité. Si on compare les grandes destinations safari africaines, on voit que d'après l'index Global Peace, qui mesure le niveau de sécurité du pays, c'est-à-dire taux de criminalité, homicide, terrorisme, etc., la Tanzanie est classée 73e au niveau mondial sur 163 pays, bien avant l'Afrique du Sud et le Kenya, et même devant la France. La Tanzanie bénéficie en effet de plusieurs avantages structurels, notamment peu de terrorisme comparé à certains voisins, une stabilité politique, même si les manifs qui ont eu lieu au moment des élections présidentielles l'année dernière ont été un peu violentes, et c'est une société perçue comme relativement pacifique. Ensuite, les zones touristiques sont situées loin des tensions géopolitiques. Le tourisme est une priorité nationale stratégique. Le pays sait que son image internationale dépend énormément du tourisme et le gouvernement protège fortement l'industrie touristique en investissant dans les parcs, en sécurisant les zones de safari, en développant un tourisme premium et en renforçant la conservation animale. Les parcs nationaux comme le Ngorongoro, le Serengeti, etc., fonctionnent vraiment comme des bulles sécurisées avec des accès très contrôlés, des rangers nombreux et permanents, un tourisme très organisé et une faible criminalité dans les parcs. La Tanzanie garde une image authentique, loin du chaos mondial. Dans le secteur des safaris, beaucoup considèrent que le Kenya est plus développé, plus fréquenté, plus commercial, alors que la Tanzanie a gardé une image plus sauvage, plus immersive, plus exclusive. Cette image attire énormément les voyageurs européens des catégories socio-professionnelles plus, des familles, des couples et d'une manière générale attire les personnes en quête d'un voyage transformateur. La Tanzanie propose un fort contraste avec le climat anxiogène mondial. Alors que aujourd'hui beaucoup de voyageurs occidentaux ressentent saturation numérique, anxiété urbaine et peur climatique, la Tanzanie vend exactement l'inverse. Elle vend l'immensité, les animaux sauvages, un rythme lent, une nature intacte, et c'est donc devenu une destination presque autant psychologique que touristique. Ensuite, alors, on a une parité euro contre dollar qui est intéressante. Ça, c'est plus conjoncturel, mais on en profite depuis 1 an et demi. En effet, un safari qui valait 3 900 € début 2025 en vaut moins de 3 500 aujourd'hui. Et donc ça permet aux voyageurs de faire des économies ou bien d'augmenter le temps sur place ou d'augmenter la catégorie des hébergements. Et cette parité, elle favorise particulièrement la Tanzanie parce que un safari en Tanzanie reste toujours moins cher qu'un safari ultra luxe au Botswana.
et ça reste plus naturel, entre guillemets, qu'un safari dans des réserves en Afrique du Sud. Et par conséquent, le rapport émotion sur prix devient très bon pour les Européens qui ont l'impression d'accéder à un voyage de rêve, entre guillemets, normalement accessible. Les vols internationaux sont assez nombreux et on en trouve sans transit par le Moyen-Orient. Donc les compagnies européennes, africaines et Turkish Airlines desservent Kilimandjaro ou Dar es Salaam, également Zanzibar. Donc on peut, en passant par une ville, en transitant par une ville en Europe ou en Afrique ou via Istanbul, on peut se rendre en Tanzanie sans utiliser Qatar Airways qui transite par Doha. Et quant aux vols domestiques, ils sont facultatifs finalement. Donc, comme vous le savez, les compagnies aériennes tanzaniennes ont été blacklistées en 2025 par l'Union européenne. Et pour l'instant, les négociations n'ont pas abouti. Mais on peut contourner cette difficulté si on veut aller à Zanzibar après un safari. Si on est au nord, on peut prendre un shuttle bus jusqu'à Nairobi et prendre un vol sur Kenya Airways. Et si on est dans le sud, c'est ce qu'on verra ensuite, on peut prendre un ferry depuis Dar es Salaam. Alors les vols domestiques, par contre, restent impératifs pour Mafia Island, mais on retiendra que il y a une dizaine de compagnies aériennes qui ont été auditées par un organisme indépendant et selon le CETO, ces compagnies présentent des normes de qualité optimales. Par conséquent, c'est quand même rassurant pour des voyageurs qui veulent prendre des avions de brousse sur Air Excel ou Auric Air, par exemple. Alors maintenant, quelques mots sur Soaring Flamingo. L'histoire a commencé il y a 20 ans, lors de ma rencontre avec Olé. C'était un Maasai donc que j'ai rencontré lors de mon premier voyage en Tanzanie. Et cette rencontre amicale a vraiment changé ma vie. Olé venait de créer l'agence avec Rolf, un citoyen suisse qui était tombé amoureux du pays et qui a consacré l'argent d'un héritage familial dans la création de l'agence. À mon tour, j'ai rencontré Rolf et j'ai été séduite par sa démarche profondément humaine et solidaire. Je me suis investie à ses côtés dans cette aventure pour venir, comme lui, transférer des compétences professionnelles auprès de nos amis tanzaniens de manière régulière, car ni Rolf ni moi, nous ne vivons à Arusha. Nous allons simplement en Tanzanie de manière régulière et assez longue. Mais c'est ce qui fait la particularité de l'agence. Elle est gérée par une équipe 100% tanzanienne et ni moi ni Rolf, nous ne décidons à la place des Tanzaniens, nous ne faisons qu'apporter notre aide. L'équipe est composée d'un general manager qui s'appelle Julius, ainsi que d'un booking officer, d'une comptable et de 4 chauffeurs guides qui sont tous francophones et anglophones. Nous proposons des safaris, trekking et écotourisme culturel sur tout le territoire. Il s'agit uniquement de voyages privatifs sur mesure. Nous ne constituons pas de groupe et nous aimons les itinéraires hors des sentiers battus qui vont, par exemple, jusqu'au lac Victoria, qui est peu visité. Nous mettons en avant les activités de trekking et de rencontres avec les populations locales. Et ça fait partie de nos engagements, donc la volonté de coopérer au maximum avec les fournisseurs locaux, car selon nous, il est très important d'associer la population locale aux revenus du tourisme. C'est le meilleur moyen de préserver l'environnement. Autre engagement, c'est que nos véhicules sont parfaitement entretenus et ils sont équipés de Wi-Fi, prises électriques et USB individuelles, frigo et fontaine à eau. Nos chauffeurs guides et nos guides locaux sont tous très expérimentés
Les chauffeurs suivent régulièrement des cours en formation continue pour actualiser leurs connaissances sur les parcs nationaux, l'accueil de la clientèle, etc. Nous avons un partenariat avec les Flying Doctors. C'est une assurance qui permet une évacuation rapide en cas de gros problèmes rencontrés pendant le safari. Et nous nous engageons à être très réactifs, c'est-à-dire que si nous disposons de tous les éléments qu'il nous faut, 100% des demandes sont traitées en 48 heures maximum. Nous travaillons en B2B et en B2C avec des tarifs préférentiels pour nos partenaires agences afin qu'elles restent compétitives. Et nous sommes même apporteurs d'affaires vis-à-vis de nos partenaires agences, parce que nous avons de plus en plus de voyageurs qui nous contactent en direct, mais qui ne veulent pas gérer la partie vols internationaux. Alors, dans ce cas, nous contactons immédiatement une de nos agences partenaires pour savoir si elle est intéressée et essayer de gagner conjointement le dossier. Nous proposons des échanges téléphoniques ou visio aux agences avec même leurs clients pour répondre en direct aux questions. Et en général, quand on fait ça, les taux de transformation sont assez intéressants. Les itinéraires sur mesure sont montés par moi-même avec Julius à Arusha et nous facturons en dollars avec paiement par virement ou carte bancaire. Alors, à présent, je vais vous proposer un circuit de 10 jours dans les parcs du Sud. Donc, comme on le voit sur la carte, on va démarrer à Dar es Salaam, la grande ville au bord de l'océan Indien. Et on va d'abord passer 2 jours et demi dans le parc national de Nyerere. Ensuite, le jour 5, nous irons dans le parc national de Mikumi pour faire un safari. Puis le jour 6 sera une grande journée de route vers la ville d'Iringa qui se trouve non loin du parc national de Ruaha. Ensuite, jours 7 et 8, des journées de safari dans le parc de Ruaha, avant de revenir le jour 9 vers Dar es Salaam et en faisant escale dans une ville qui s'appelle Morogoro parce que le trajet est trop long. Et donc le jour 10, on arrivera à Dar es Salaam. Alors le jour 1, si on a du temps à Dar es Salaam, on peut prévoir par exemple 2 heures de balade dans le centre-ville. Dar est une ville avec un héritage multiculturel, des temples hindous, des mosquées, des églises. Sont des bâtiments qui témoignent des nombreuses influences qui ont façonné la ville, donc c'est plutôt intéressant de faire une petite balade. Le jour 2, c'est la route vers le parc de Nyerere, 5 à 6 heures de route et une expérience unique dans l'après-midi, un safari en bateau. J'y reviendrai plus tard. Pour les jours 3 et 4, on sera donc en safari dans le parc national de Nyerere. Et donc, le parc anciennement connu comme la réserve de Selous, c'est aujourd'hui l'une des plus grandes réserves protégées d'Afrique. Son écosystème est constitué de forêts denses, de savanes herbeuses et de plaines, de zones marécageuses qui forment un habitat idéal pour une grande variété d'animaux. Et donc, il abrite une faune très, très variée, girafes, buffles, zèbres, gnous, phacochères, ou également ce joli grand coudou qu'on voit à l'écran, qui est plus facile à observer, même ici, que dans les parcs du Nord. Mais à quelques exceptions près, on va trouver la même faune qu'au Nord. L'un des points forts du parc, c'est la rivière Rufiji, qui est une source de vie pour de nombreuses espèces animales. Depuis ses eaux calmes, le safari en bateau à moteur avec une dizaine de personnes maxi à bord permet d'observer de près hippopotames, crocodiles et autres reptiles de type varan, ainsi qu'une multitude d'oiseaux aquatiques comme des martins pêcheurs ou des hérons, mais aussi ces jolis petits guêpiers qui nichent sur les bords de la rivière.
Le parc abrite également une grande concentration de lions, ce qui fait de lui l'un des meilleurs endroits pour observer le roi des animaux. Et avec de la chance, il est également possible de croiser des lycaons, c'est-à-dire des chiens sauvages, et des léopards. Mais il est plus difficile de voir des guépards. Alors parfois, comme on le voit ici, les aires de pique-nique sont squattées par des visiteurs auxquels on laisse la place, hein. Là, on s'incline, on ne va pas lutter, on va ailleurs. À Ruaha, on trouve enfin de grands troupeaux d'éléphants. Donc voilà vraiment un magnifique parc à visiter entre juin et octobre de préférence pendant la saison sèche, un peu comme les parcs du Nord. Alors, on passe à la journée 5. On part vers le parc national de Mikumi, un petit parc à 5-6 heures de route, dans lequel on fera un safari dans l'après-midi. Bien sûr, il ne peut pas rivaliser avec Nyerere ou Roi, parce que déjà, il est plus petit, mais il permet quand même de voir des animaux tels que zèbres, girafes, éléphants ou lions, donc c'est déjà pas si mal. Le jour 6, c'est donc une grande journée de route vers la ville d'Iringa, qui n'est pas loin du parc de Ruaha. À Iringa, on peut s'arrêter pour visiter le centre culturel Nimacraft, qui soutient des artisans en situation de handicap. Donc c'est vraiment une visite assez touchante. Et si on a du temps, on peut visiter un site archéologique, Isimila Stone Age, dans lequel on peut voir des formations rocheuses comme un petit canyon, et on peut voir aussi des outils préhistoriques vieux de 200 000 ans. Alors, les jours 7 et 8 seront consacrés à un safari des safaris dans le parc national de Ruaha. Et donc la première image qu'on voit sur ce petit film correspond exactement à l'expérience que j'ai eue lors de ma première visite. C'est-à-dire que notre chauffeur guide a roulé lentement vers un arbre et on a pu voir un magnifique léopard. On était seuls, il n'y avait pas d'autres véhicules à côté, et c'était vraiment un moment privilégié qu'on a savouré longuement. Effectivement, Ruaha est surtout célèbre pour ses prédateurs. Le parc abrite l'une des plus fortes concentrations de lions d'Afrique, et les léopards sont régulièrement aperçus. En revanche, les guépards sont plus rares. La diversité animale du parc est impressionnante. Il y a de vastes troupeaux d'éléphants qui sont parfois parmi les plus grandes populations du continent. Et on peut également observer girafes, buffles, zèbres, impalas et beaucoup d'antilopes. Et à nouveau, ce grand koudou. Pour les passionnés d'ornithologie, Ruaha est également un véritable trésor. Et on trouve aussi crocodiles et hippopotames sur les rives du fleuve. Une chose très intéressante pour ce parc, c'est qu'on a la possibilité d'organiser des safaris de nuit, ce qui n'est pas le cas partout en Tanzanie, surtout au nord du pays. Et également, on peut organiser des safaris à pied. Et là encore, ça ne se fait pas partout. Et donc on part escorté par un ranger armé, et notamment on marche près de la rivière pour observer éléphants, crocodiles ou hippopotames, entre autres. Comme pour Nyerere, la meilleure période pour visiter le parc, qui est l'un des plus grands et des plus sauvages du pays, se situe entre juin et octobre. Alors, ensuite, le jour 9, c'est le jour de retour vers Dar, en faisant escale à Morogoro, où on pourra s'installer à Mbuyuni Farm, une jolie ancienne ferme transformée en lodge. Et le jour 10, ce sera le retour vers Dar es Salaam. Pour ceux qui iront ensuite à Zanzibar, donc on peut prendre un ferry, il y a plusieurs départs par jour. Il existe plusieurs variantes possibles pour ce circuit. Si on veut pas faire la route qui est assez longue jusqu'au parc de Ruaha, on peut aller faire un trekking dans le parc des monts d'Unzugwa, qui n'est pas très loin du parc de Mikumi.
C'est un parc montagneux recouvert de forêts tropicales. Donc c'est vraiment le paradis pour les randonneurs, pour les amoureux de la nature et pour ceux qui s'intéressent aux primates, puisque il y a deux espèces endémiques, le colobe d'Iringa et le mangabé à crête rouge. Autre variante possible, c'est de visiter Bagamoyo quand on est à Dar. Une journée pour visiter cette petite ville qui a une histoire particulièrement émouvante, puisque c'est l'ancien terminus des caravanes qui venaient de l'intérieur du continent et c'était un port majeur du commerce sur l'océan Indien, donc avec la triste histoire du commerce d'ivoire et des esclaves. On peut visiter d'anciens bâtiments coloniaux et d'anciennes missions catholiques, entre autres. Dernière variante, pour ceux qui sont allés à Ruaha et qui ne veulent pas faire toute la route du retour, il est possible de rentrer à Dar, soit en avion de brousse directement depuis Ruaha, soit en prenant un vol régulier sur Air Tanzania depuis la ville d'Iringa, toute proche. Alors en conclusion, je dirais que la Tanzanie du Sud présente de nombreux attraits pour les voyageurs, hein, du moins pour ceux qui ne font pas une fixation sur le cratère du Ngorongoro ou sur la Grande Migration qui n'est visible que dans le nord du pays. Tout d'abord, donc le sud est desservi par des vols internationaux vers Dar es Salaam et on n'a pas besoin de vols domestiques pour aller à Zanzibar puisqu'on peut prendre le ferry. Ensuite, c'est une région qui est encore préservée du tourisme de masse et donc qui propose une meilleure expérience pour le visiteur, hein, à comparer au cratère du Ngorongoro qui est assez congestionné en juillet-août, par exemple, même si on ne peut pas parler de tourisme de masse, mais certains visiteurs y renoncent déjà. Ensuite, les tarifs sont très compétitifs par rapport au nord à kilométrage équivalent, d'autant que l'offre d'hébergement continue à se développer au sud. Et enfin, le sud propose des paysages grandioses et une grande variété et densité de faune, ce qui garantit des observations animalières intenses et un véritable sentiment d'aventure et de solitude au cœur d'une nature très préservée. Voilà pour la Tanzanie du Sud. Je vous remercie pour votre attention et je suis joignable donc à cette adresse mail et à ce téléphone pour toute précision, pour organiser un premier projet dans les parcs du Sud. Voilà, merci, à bientôt.